Bonjour, mesdames et messieurs, le 16 juin 2006. Ce n'est pas un chiffre satanique aujourd'hui, c'est le 166. Alors, bienvenue, c'est vendredi. Enfin, moi, je quitte le plateau pour une semaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Enfin, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que je t'ai malmené? Non, ça veut dire que je suis dû pour des vacances, une semaine. Un peu de repos? Oui. Pour mesurer tes propos? Oui, mais ce matin, on a une nouvelle en première ligne ici, le plan vert du ministre Claude Béchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire à Claude Béchard après les études inexistantes quand on a annoncé le pont de la 25? On disait qu'il y avait une étude environnementale qui cautionnait le pont de la 25 alors que c'était faux. Ensuite, pour les gens de Québec, souvenez-vous, hier, on a parlé du projet Rabasca, le port méthanier de Lévis. On disait il y a des études. Et quand l'opposition les demande, il n'existe pas. Mais t'as pas compris, Stéphane, ce qui est arrivé, en fait? Ils sont très brillants, c'est tellement électoraliste. Mais dans la main avec son bon ami M. Charest, ils s'en vont dire aux gens, écoutez, on va redresser la situation. Mais pourquoi? Écoute, pour nous faire oublier Harford. Ben exactement, puis ça paraît super bien. Premier bon coup. Deuxième bon coup, ils se sont entendus avec les syndiqués. Oui, l'équité salariale. L'équité salariale. Fait que là, les gens vont se rappeler de ça, puis les autres affaires vont être laissées derrière. Dans le plan vert, il y a quelques bons points quand même. On instaure le principe de pollueur-payeur. Non, c'est... Pollueur-payeur. Donc, le pollueur, c'est l'automobiliste parce que les pétrolières devront payer la redevance qu'ils nous refileront ensuite aux consommateurs. Donc, c'est le pollueur-refileur aux petits qui fasse payer les pétrolières. Il n'y aurait pas de pétrolière s'il n'y avait pas d'automobilistes. Mais tu parles d'un argument idiot, Stéphane. Mais non, mais qui pollue? Qui est riche là-dedans? Qui s'en plie les poches? Les pétrolières, pas le petit. Regarde à la pompe le fameux graphique qui nous dit que la marge de profit est très mince. Ben non, je le sais bien, mais c'est tellement absurde. C'est pas les pétrolières qui polluent. Carole Montreuil encore. Carole Montreuil, le Jérémie de l'industrie pétrolière. Carole Montreuil qui dit non, on va refiler ça. C'est sûr que les gens vont payer plus à la pompe. Mais c'est normal. Mais il n'y a personne qui les arrête, eux autres. Y a pas mais Geneviève, qui pollue? C'est pas les pétrolières qui polluent, c'est les automobilistes. Mais voyons, non, Stéphane, c'est quoi? C'est un raisonnement inversé qui n'a aucun bon sens. C'est les pétrolières qui polluent. Qui achète les autos? Pourquoi on demande tout? Parce que les individus qui ont besoin de se déplacer... c'est les gouvernements qui ne veulent pas développer des technologies alternatives. Non. C'est les gouvernements qui ne veulent pas mettre les pétrolières au pas. Ah, ça... Ah, voilà. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre les pétrolières au pas? C'est là mon problème. Parce qu'on a un gouvernement sans culotte et je vais vous citer une des phrases de Jean Charest hier dans l'annonce du plan vert. J'écoute. Le premier ministre a lancé un vibrant hommage aux entreprises pour qu'elles ne refilent pas la facture aux consommateurs. Un hommage. Un vibrant hommage. Un vibrant appel, pardon. Souvenez-vous du vibrant appel de Jean Charest auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. Non, c'est pas les tarifs. Qu'est-ce que John Arbour a dit? Jean Charest va péter dans les fleurs. Alors, c'était vibrant, ça même. Ce que tu ne dirais pas à Ronan Ambrose. Ce qui me fait vibrer, c'est Ronan Ambrose, parce que nous réclamons 28 du financement fédéral pour le plan vert de Claude Béchard. Et moi, je dis oui. Je suis prête à négocier avec Ronan Ambrose. Je suis prête à prouver que le fédéralisme flexible fonctionne avec Ronan Ambrose. Derrière les portes closes, je négocierai. Est-ce que ce sera notre seule intervention dans un sujet sexuel pour le moment? Non, c'est pas sexuel, c'est très émotif. J'aimerais dire que si je négocie avec Ronan Ambrose, je serais comme un glacier qui fond au soleil sous l'effet des gaz à effet de serre. Je vous le dis, madame, vous avez une aura particulière, n'est-ce pas? Ça t'allume pas, toi, t'es jalouse, au fond. As-tu des racines visigotes? Tu recommences? Il me semble que tu serais chez les Visigoths avec ta belle chevelure blanche sur un cheval, en train de conquérir la Gaule. La Gaule? Occupe-toi de la tienne, de Gaule. Ceci dit, passe-nous à un sujet plus sérieux. J'avais-tu marqué autre chose sur Ronan Ambrose? Je pense que tu as assez fait de poésie pour ce matin. Mais un dernier point dans le plan vert de Claude Béchard, c'est l'introduction d'éthanol dans l'essence à autour de 5 Ça peut être intéressant, mais il y aura des effets sur l'agriculture intensive du blé d'Inde au Québec. Que pensez-vous de l'utilisation des fertilisants chimiques qui vont contaminer peut-être la nappe phréatique? C'est écœurant que Steve Guilbeault de Greenpeace appuie ce plan. La déforestation du Québec, qu'en faites-vous, mesdames et messieurs, si on fait des champs de blé d'Inde à perte de vue? Tu mélanges tout. Sais-tu ce qu'on aurait dû mettre dans ce plan vert-là? L'inspection mécanique obligatoire des minounes. Mais en même temps, écoute, ça aurait été bon. Je veux te dire aux gens, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Le petit va payer à la pompe, et là, le plus pauvre de la société, celui qui se promène dans... Le pauvre n'a même pas d'argent pour s'acheter un char. Excuse-moi. Il se promène tout en autobus. Les gens qui se promènent dans des minounes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour en acheter d'autres. On s'entend-tu? Ça va être encore eux autres qui vont être pénalisés. C'est ça qui m'écoeure. Il y a quelque chose qui m'écoeure fondamentalement. Le transport en commun. Le transport en commun. Là,
As-tu déjà pris, toi, le transport en commun? Au fond, là, on est en train de se demander si les autos ne seront pas pour les riches, puis le transport en commun pour les pauvres. Mais c'est donc bien intelligent. Envoie. C'est tellement effrayant ce que tu dis là. Je sais, ris. Passe au prochain sujet. Alors, sujet suivant, Oprah Winfrey. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Oprah Winfrey? Un nouveau régime minceur. Est-ce qu'elle fait la proposition d'un nouveau régime? Que c'est terrible. Qu'elle a acheté un avion bombardier? Ben oui. La misère des riches, au fond. Mais voilà une femme riche qui donne, qui est dans de multiples causes caritatives, son projet Angel comme, Network, qui est allé aider à Katrina et tout ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est la Sûreté c'est-tu la Sûreté du Québec ou la gendarmerie? La Sûreté du Québec, avec des 10 personnes les plus recherchées, qui se sont aperçus, comme je te disais hier, qu'avec Oprah, ils avaient réussi à mettre la main sur un paquet de prédateurs sexuels. Oui. Grâce à ça, des appels publics de Oprah. Et Oprah payait elle-même les gens. Les SQ se sont dit, quelle bonne idée. Et aussi, ça peut marcher parmi les gens. Et en plus, faisons appel à des vedettes locales pour promouvoir le même genre de message. Et là, il y avait des noms qui sont sortis, entre autres Normand Brathwaite. Non, pas encore. Je me porterais volontaire, moi, pour faire arrêter quelqu'un, mais je vous dirai pas le nom. C'est tellement ton genre. C'est tellement ton genre. Il y a des pédophiles ou des crapules politiques. Il y a des crapules politiques aussi qu'on peut faire arrêter. Mais en tout cas, les 10 personnes les plus recherchées, il n'y a pas de crapules politiques là-dedans. Non, pas encore. Pas encore. Donc, ils se sont dit à qui on peut demander ça. Donc, il y avait Normand Brathwaite, je ne sais pas à qui d'autre on a pensé. Ils ont parlé ça un peu à Marie-France. Guy Cloutier, as-tu été appelé? Arrête donc. Ils ont pensé à Marie-France Bazot, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Elle dit quelque chose que je te disais. Je l'aime, moi, Marie-France Bazot. Ben, moi aussi. Un peu similairement, elle disait, à ce que je disais hier, elle dit finalement, il y a un danger là-dedans. C'est toute l'idée de la délation. Il faut jouer sur une très fine ligne. Moi, j'ai du mal avec, comme je te disais hier, avec ces idées de délation et de toi, t'es contre les caméras de surveillance, toi. C'est ton genre d'être contre ça. Aussi, je suis contre ça aussi. T'as-tu quoi à cacher? Non, pas du tout. Justement, mais c'est parce que je trouve que la liberté des citoyens, quand on les enlève des libertés, on ne les retrouve jamais. Les libertés qui nous sont enlevées, on les retrouve jamais, Stéphane. T'es en train de me faire croire, toi, que c'est à rue Saint-Denis, là, ta liberté est entravée parce qu'une caméra, c'est un poteau de téléphone. Qu'est-ce que la caméra va pogner sur le poteau de téléphone? Les dealers de drogue, ça les fait fuir. Tu vas dire, pas dans ma cour. Ben, à un moment donné. Non, ils vont pogner M. Chose en train de se gratter le derrière. C'est juste ça qu'ils vont prendre. Voyons donc. C'est ridicule. Bon, on va parler d'un autre sujet très intéressant, la fête nationale avec Poche Pilée puis Marjo. Ah, t'es là, plus ça change, plus c'est pareil. Mais c'est pas pour ça qu'on voulait parler de ça, mon chérubin. Tu voulais me parler de Tony Bennett? Non, je voulais te parler, en fait, je voulais te dire que j'avais été très Marjo, qu'est-ce qu'elle a, là? Surprise, ou en fait, pas très de bonne humeur de voir ça. Et j'ai trouvé ça... parce qu'elle est encore en forme à 50 ans. Ben voilà, on dit, Marjo, écoute bien, toujours pleine d'énergie malgré la cinquantaine. Coudon, la cinquantaine, ça, c'est quoi ça? C'est le début de la fin. Non, parce que partout dans le monde, on dit que 50 est le nouveau 30, surtout pour les femmes. Oui, ça, c'est comme la retraite à 70 ans. J'ai l'honneur de t'apprendre ça. Mais pourquoi, pour une femme, on met ça toujours pleine d'énergie? Quel double standard? Regarde, on a un beau groupe ici qui nous visite. Bienvenue. Je les avais pas vus. Ce sont des jeunes filles. Excusez-moi, Stéphane, vous avez avant moi. Excusez mon langage, oui. Bon. Alors, la fête nationale au Parc Maisonneuve, ça va être la même histoire à chaque année. On va vendre beaucoup de la batte bleue, on va se saouler, on va vomir à terre. Vive le Québec, pas le Québec, le Québec, C-U-L-B-E-C, libre. Puis là, tu vas avoir Poche Pilée, Marjo, Normand Brathwaite, Locke Merville, le citoyen engagé, Locke Merville, qui voulait laver le cerveau des jeunes pour une approche de la souveraineté à l'école, va sûrement être là avec ses gros bras. Vous remarquez que Locke Merville est très séduisant maintenant. Il y a une nouvelle tendance chez les artistes masculins au Québec, comme Dan Bigra, qui fait du bodybuilding avec ses petites camisoles. Jaloux. Pas jaloux pantoute. Veux-tu que je l'enlève, ma chemise? Non, évite. Évite. Ça se peut-tu? Puis après ça, beau mentir qui garde ses culottes. Continue. Bon, on va passer à l'indicatif régional. Madame Saint-Germain est stressée de composer 10 chiffres. Non, Madame Saint-Germain n'est pas stressée du tout. T'es en feu ce matin. Je m'étais préparé un petit vendredi calme. Est-ce qu'on a mis une photo de Ron Ambrose tout à l'heure? Je ne sais pas, tu demanderas. En fait, ce qu'on voulait dire sur le 438 puis le 450, moi, ce qui me fascine, c'est que hier, ça a fait les nouvelles. Aujourd'hui, 2 pages dans le journal. Coudon, le monde est-tu si niaiseux qu'il faut leur dire 12 fois puis que ça va être bien compliqué de signaler 3 chiffres avant les 7 autres? Écoute, ça n'a pas de sens. Et là, on commence déjà à parler du snobisme des chiffres. C'est comme New York, le fameux débat sur le 212. Les vrais New-Yorkais, c'est le 212, puis les autres, c'est les... Mais toi, t'es-tu un 450? Tu sais que ça commence à être une tâche d'être un 450. Ça devient gênant d'être un 450. Ça commence pas, Stéphane. C'est déjà fait. Ça fait longtemps. Toi, t'es-tu une 450 ou un 514? Moi, j'habite au centre-ville. 514. Oui, j'ai un 514. Bon. Et les 438, tu sais à quoi ça va servir? Non. Ben, c'est pour les nouveaux numéros de téléphone et surtout de cellulaires. Quelle région? De la région de Montréal. Oh.
tu vois. Bravo. Mais ce qui est ridicule là-dedans, c'est que chaque fois qu'on annonce une petite affaire comme ça, qui est susceptible de modifier légèrement la vie des gens, non, il n'y a pas de levée de bouclier. On fait des atermoiements comme si les gens étaient des enfants, comme s'ils étaient des niaiseux, qu'il fallait leur expliquer ça sur 2 pages de journaux puis 12 minutes de reportage. Tu sais. Il y a d'autres choses de plus intéressantes dans la vie, me semble. Peut-être. Oui, c'est vrai, on aurait pu choisir une autre nouvelle. Non, mais... La retraite à 70 ans, c'est une question qui concerne Geneviève. Au fond, elle en a plus en arrière qu'en avant. Qu'en penses-tu, Geneviève? Quel âge as-tu, premièrement? Ce matin, c'est une horreur. Quel âge as-tu? Ça fait 2 fois que tu me poses cette question-là. 20 ans et quelques printemps? Ça fait 2 fois que tu me poses cette question-là et je te réponds toujours la même chose. Je garde mon mystère. Par la bouche de tes pistons? Ça te regarde pas. En même temps, ça me fait un peu suite de pas te le dire parce que je me dis, si les filles comme moi disent pas leur âge, ça veut dire que tu n'es pas capable d'assumer. Non, ça veut dire que les femmes sont stigmatisées dès qu'elles disent c'est une brune. Qu'elles ont en haut de 45 ans. Les femmes peuvent pas le dire. Les femmes peuvent pas le dire parce que tout d'un coup, on a tout de suite un préjugé sur elles. On se dit, elle a telle tranche d'âge, donc elle doit se comporter elle est finie ou elle est vieille. Oui, comme Denise Arcand, tu t'en souviens, Mme Arcand, Radio-Canada, était très bonne lectrice de nouvelles, puis finalement, rendu à un certain âge, on l'a floché. Pour rien. Absolument pour rien. Il y a eu tellement de, comme tu disais tout à l'heure, de levée de bouclier là-dessus que je pense que les diffuseurs feraient attention avant de faire ça. Mais la retraite à 70 ans, ça n'a pas d'allure. Là. Jean Charest, là, c'était son idée du siècle mardi matin en fin de session. Pour moi, c'est parce qu'il n'avait pas dormi de la nuit. Moi, je trouve que c'est pas Tu peux pas forcer idée. les gens à travailler jusqu'à 70 ans. Puis check l'arnaque financière là-dedans. On va dire, la retraite est à 70 ans parce qu'on va manquer de main-d'œuvre, mais si tu prends ta retraite à 63, tu vas être pénalisé financièrement. Tu n'auras pas une pleine pension. Qu'on fasse travailler les philosophes, les historiens, les musiciens, toutes les BS instruits avec des gros diplômes qui chauffent des taxis à Montréal pourraient combler ces postes-là. Gilles Proulx sort de ce corps. C'est pas Gilles Proulx, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de 200 historiens par année, de 22 000 avocats, des anthropologues. On en a besoin de 1 par 10 ans. Stéphane, t'es pas réaliste. Non? Des gens, on parlait des Pourquoi on paye pour ces formations-là de pelleteux de nuages? Tu mélanges tout et t'es pas réaliste. C'est quoi ta formation? Moi, j'étudie en droit et en littérature française. Aimes-tu ça? Littérature, oui. Ça, c'est comme les gens qui étudient en littérature anglaise puis littérature cantonaise. Ça mène à tout. Ça mène à tout. Oui, ça mène à moi. Mais oui. Tu vois, ça mène à moi. Ça mène à Dieu. Mais je voulais te rappeler quelque chose sur la retraite à 70 ans. Oui. C'est que finalement, si on veut être réaliste, la génération des X et des X écarts, dont je fais partie, des X et demi même, est-ce que tu penses que j'aurais... Non, je suis plus vieille que ça un peu, mais je suis pas une boomer. Je suis une boomer dans les chiffres. Toi, t'es la queue de la comète. Elle est la queue de la comète. Un restant de boomer. Et le début des X. Toi, qu'est-ce que tu as matin? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans son café? Veux-tu que je te dise hier soir ce qui est arrivé dans le détail? Non, je veux juste terminer mon affaire. C'est tard, merci. Je veux t'éviter ça. Je veux juste terminer sur l'idée du réalisme puis la retraite à 70 ans. Est-ce que tu penses sérieusement que tu vas avoir les moyens d'arrêter de travailler avant 70? Moi, j'aurais pas les moyens. J'espère. Moi, je pense pas que je vais arrêter de travailler avant 70. Mais t'arrêtes à 70 puis il te reste 3 ans à vivre. Oui, mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux écrire, tu peux faire plein de choses que tu peux faire. Les lieux de travail avec des rampes d'accès, les marchettes puis les chaises roulantes. Les gens de 70 ans aujourd'hui, ils n'ont pas nécessairement des marchettes. Il y en a qui sont très, très en forme, très actifs d'esprit. Oui. Arrête. Bon. Rapidement, on va parler des courses clandestines sur les autoroutes. Stephen Harper veut criminaliser ce geste. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord, oui. C'est stupide, malade mental, irresponsable, abruti. C'est une culture de moron. Je roule rien pantoute pour te dire. Arrête donc. Oui. C'est une culture de moronnerie. Mais moi, là, ça m'est arrivé il y a 2 jours. Il y a une Honda Civic qui m'a collé au derrière. C'est elle qui voulait courser avec moi. C'était pas une fille qui avait là-dedans. C'était un gars avec une casquette en arrière. Exactement. Ouais, bon. Fait que je l'ai laissé venir, puis après, voilà. Alors là, fais-nous venir le sujet du jour. Alors, le sujet du jour en 2006, mesdames et messieurs, ça s'adresse surtout aux pères ici. Qu'est-ce qu'un bon père de famille? Je sais que j'en suis un exemple assez traditionnaliste. Je vous expliquerai ça à la pause ou après la pause. Qu'est-ce qu'un bon père de famille? Donc, je vous invite à nous appeler. Dimanche, c'est la fête des pères. Mais les femmes peuvent répondre aussi à cette question-là. Qu'est-ce qu'un bon mari et un bon père? Qu'est-ce qu'un homme qui s'occupe de ses enfants? Qu'est-ce qu'un père responsable? Oui, exactement. Et on pourra en discuter, en détail. Alors, on vous invite à vous téléphoner, à nous téléphoner au 790-0874, 1-877-790-3535 et www.tqs.ca. On va changer ta potion là, pendant la pause. On vous invite à vous téléphoner. Rebonjour, bienvenue à l'Avocat et le Diable. On s'est fait un petit lunch en attendant, crotte de fromage et beluet, gracieuseté de Thierry Darès. Alors, on s'interroge ce matin, qu'est-ce qu'un bon père de famille en 2006? Et comment ça a changé, en fait? Oui.
L'évolution ou la régression? À une certaine époque, les pères ne prenaient pas leurs responsabilités familiales, disparaissaient dans la brume. Le nombre effarant de femmes monoparentales qui ont tenu le fort pendant quoi? 10, 20, 30, 40 ans? Pas l'impression que ça s'est amélioré beaucoup. Ben, je pense que c'est différent. En fait, je pense que les hommes ne s'intéressaient pas à la paternité. Je sais pas, c'était pas un sujet intéressant. Je veux dire, aujourd'hui, les hommes veulent avoir leur place. Les femmes les ont un petit peu forcées aussi d'une certaine façon. Oui. Mais les gars, nos pères, là, ils n'étaient pas intéressés à la plupart. Moi, j'ai eu un père formidable, mais la plupart étaient pas intéressés à s'occuper des enfants au plan affectif. Pourvoyeurs d'argent. Pourvoyeurs d'argent, grosse job, sécurisant, mais en même temps, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que peut-être que les hommes ont gagné en affection, mais ils sont peut-être moins sécurisants pour bien des femmes aussi. Mais moi, j'ai une vision assez traditionnaliste là, du vieux concept de bon père de famille, tu sais, qu'on nous enseignait dans les facultés de droit, le fameux BPF. Papa a raison? Ben, honnêtement, moi, c'est de même que je gère la famille. Premièrement, la personne qui a le dernier mot, puis je sais pas une histoire de macho, mais admettons qu'il y a un conflit, là, tu sais, quand tu as 3, 4 enfants autour de la table, puis la conjointe qui réussit pas à faire le consensus, là, c'est moi qui tranche. À un moment donné, là, j'interprète, je dis assez, c'est assez. Je fais pas ça souvent. C'est des mesures de dernier ordre. Mais quand je mets mon pied à terre, c'est réglé. Puis c'est moi qui fais la discipline extrême de dernière mesure. C'est tout. C'est de même, ça marche. C'est une approche un peu vieillotte. C'est un modèle traditionnel, mais ça a ses vertus. J'adore mes enfants. Mais ça a ses vertus, ben oui. Je serais prête à mourir pour mes enfants. Puis tu le dis. Tu dis, j'adore mes enfants, puis je les aime d'amour. On sent ça chez les nouveaux pères. Regardez ce que ma fille, je ne sais pas si on peut le montrer, ma fille m'a donné mon cadeau de la fête des pères. C'est un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu de ma vie. Un petit porte-clés. Je t'aime, papa, 2 fois avec une belle fleur. Que c'est mignon. Ma fille de 7 ans, c'est toute ma vie. Je veux dire, ça s'explique pas. C'est presque les larmes aux yeux. Puis tu leur dis à tes enfants que tu les aimes. Ah, puis je les prends dans mes bras, puis c'est excellent. C'est merveilleux. C'est ce qui a manqué aux pères d'autres époques. C'était des hommes de peu de mots. Ils parlaient pas, puis ils n'étaient pas très affectueux. Voilà. Alors, c'est le temps de passer aux appels. Les lignes en folie. Réjeanne de Blainville. Bonjour, Réjeanne. Bonjour, Réjeanne. Oui, bonjour. Quel est le père idéal, selon vous? Bon, moi, je fais partie de la génération des bébés boomers. Ça veut dire de la cinquantaine, jusqu'à la cinquantaine. Moi, j'ai le contraire. J'ai eu un père qui était attentionné avec nous autres, qui s'est occupé de nous autres, qui a épaulé ma mère tout le temps, puis tout ça. Si nous autres, le soir, on faisait nos devoirs, ben ma mère apprenait un enfant, il montrait ses leçons. Mon père, il apprenait un autre, puis il faisait les leçons avec cet enfant-là aussi. Il a toujours été comme ça. Si ma mère était occupée à quelque chose, il prenait le bébé, il le versait, puis tout ça. Il s'est vraiment occupé de nous autres. Puis aujourd'hui, il est rendu ça des 15 ans, puis je le félicite encore. Bon, mais c'est formidable, ça. C'est un bel hommage, ça. Ben, merci, Réjeanne. Merci, Réjeanne. Alors maintenant, Jacques de la Chute. Bonjour, Jacques. Bonjour, Jacques. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Le père idéal. Ben, je pense qu'on peut pas trouver un meilleur exemple. Comment ça? Ben, moi, j'ai 40 ans. Oui. Je suis papa monoparental. Ah, c'est bien, ça. Et puis, j'ai pris la garde de ma fille à l'âge de 3 ans parce que sa mère avait plus de patience. Bravo. Puis, aujourd'hui, elle a 10 ans. Puis, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est pas évident, par exemple. Moi, j'ai été monoparental pendant 2 ans. Là, c'est une maudite job. Oui, je sais. Je vous ai entendu parler une couple de fois de ça. Puis... Mais ça se fait. Ça se fait. Un père avec une petite fille de 3 ans, là, ça... Moi, ma fille, je l'ai eue à 1 an. À 1 an, quand je suis tombé monoparental, là, ma femme m'a laissé. Puis je la traînais dans mon pack-sac quand j'étais étudiant au barreau à Québec. Puis on se promenait. Puis je l'ai gardée toute seule longtemps. Mais ça se fait. Ben oui, sûrement. C'est pas idéal, là, mais ça se fait. C'est pas toujours évident, par exemple, surtout une petite fille, parce qu'un père et une petite fille, c'est pas... Disons que c'est pas commun. Il faut maintenir des limites, là, aussi. Ah oui, ben oui, c'est sûr. C'est ça, oui. Mais c'est moi, sa mère, elle s'en occupe pas beaucoup non plus, là, tu sais, d'après les... Il n'y a pas beaucoup de contact entre la mère et la fille? Ça, c'est supposé de la prendre une fois par 2 semaines, c'est comme les choses normales, mais des fois, ça peut être 1 mois ou 2 qu'elle la prendra pas. Pensez-vous qu'il y a des répercussions sur votre fille, le fait qu'il n'y a pas de lien de racine avec sa mère? Le voyez-vous, là, 10 ans, 11 ans, l'adolescence commence bientôt? Oui, c'est dur parce que... Le modèle féminin. Elle adore sa mère pareil, puis c'est normal parce que c'est son parent, mais il y a comme un gros manque, là... Avez-vous une conjointe? Avez-vous une blonde? Non. Non. Avez-vous des sœurs? As-tu des tantes, cet enfant-là? Ben, elle a des demi-sœurs. OK. Ah, OK, il y a des modèles féminins dans le portrait, là. Puis elle a un demi-frère. Bon. Comment ça, là? Je comprends pas votre affaire. Vous n'avez pas de conjointe, mais il y a des demi-frères et des demi-sœurs dans le décor. Avez-vous de la garde de d'autres enfants? Non, elle... du côté de votre ex? Ah, OK. C'est ça, oui, parce que moi, quand je l'ai rencontrée, elle en avait déjà 5. Ah, monsieur. Puis elle, c'est la 6e. Seigneur, c'est le vieux principe de Larousse. Je sème à tout vent. Quasiment. Bon, ben merci, Jacques. Monsieur. Bonne chance. Merci, Merci, Jacques. au revoir. Au revoir.
Ah, mon Dieu, hein, c'est pas évident, les familles reconstituées aujourd'hui, puis d'être père là-dedans. Alors, on y va. Jocelyne de Québec, bonjour. Bonjour, Jocelyne. Monsieur Gendron, bonjour. Madame Saint-Germain. Oui. Ça fait plaisir ce matin. Écoutez, moi, je vous dirais que premier élément, c'est d'aimer inconditionnellement ses enfants. Oui. Pour moi, c'est l'important. Je vois aujourd'hui mon fils qui a 35 ans et qui est dans le 2006 avec une magnifique petite fille d'1 an et demi maintenant, qui en plus partage les tâches ménagères. Envoie la petite, j'ai cherché à la garderie, j'ai fait le ménage, une belle coopération. Et heureusement, je vous dirais, je n'entrerai pas dans ma vie privée, mais il n'a pas reproduit l'image de son père. C'était ma grande crainte, parce que, en parole d'un grand intellectuel, M. Gendron, vous avez raison, on s'est fait dire un jour, je vais vous piler sur le corps pour réussir ma vie. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Oui. Mais il n'a pas réussi à me détruire, ni les enfants. Comme vous pouvez voir, ça a été plus fort. Mais c'est-tu grâce au combat féministe que nous, les pères, aujourd'hui, on est plus impliqués? Probablement, hein? Moi, je ne suis pas tellement une féministe en tant que telle, mais j'ai l'impression qu'il était temps que la société se réveille, parce que j'ai élevé, voyez-vous, mes deux enfants seuls. Hein? Ah oui? Ben oui. Ben, parce que le bonhomme finalement, regarde, à l'âge de... J'ai attendu que mon plus jeune ait 6 ans, donc au moment où la société m'en prive pour retourner sur le marché du travail. J'étais de toute façon sur le marché du travail, je vais dire, pour intenter des procédures de divorce. J'ai attendu ce moment-là. Et je pense que si on avait été sensibilisés à ce moment-là, au fait de nous autres, les femmes, se tenir debout, hein, puis advienne que pourra en voyant fond, c'est ma philosophie aujourd'hui. Mais vous dites que vous n'êtes pas féministe, mais dans le fond, tout votre comportement est celui d'une femme qui s'assume et qui a fait tous ses choix. Aujourd'hui, mais si vous m'aviez connu, maintenant, j'ai 63 ans actuellement, OK? Mais si vous m'aviez connu quand j'avais 20 ans, j'étais la femme soumise. La femme qui allait partir la voiture du conjoint pour pas qu'il soit au froid dans la voiture le matin. Mais à ce temps, il y a les démarreurs à distance. Ah ouais, mais là, dans mon temps, on n'avait pas. Ça n'existait pas. Regarde, on habitait à Vancouver, c'est quand même pas proche. Hein? Puis le soir, monsieur travaillait et j'allais lui porter son petit plat peut-être pilé. Il aurait bien pu se prendre un sandwich à la place. Mais c'était pas dans ma mentalité. C'est plus santé. Mais dites pas que vous n'êtes pas féministe, madame. C'est pas une tare d'être féministe. C'est pas une insulte. Ça dépend. Pas trop, quand même. Là. Il faut doser dans la vie. Oui, mais c'est parce que le mot féministe, on dit toujours comme si c'était une féministe enragée, agressive. Il y a des féministes qui sont très douces. Attaqué, hein, quand on dit ça? Je me sens pas attaquée. C'est parce que je sais que le mot a mauvaise presse. C'est vrai. C'est péjoratif. Oui, puis dès que tu dis que tu es féministe, t'es une anti-homme. C'est pas ça, la patente. C'est comme dire que si t'es métrosexuel, t'es un gay. C'est comme si tu disais, je suis une humaniste, dans le fond. Ouais. Ben, merci, Jocelyne. Merci, Jocelyne. Bonne fin de semaine. Bye. Bye. Bon, c'est l'heure d'aller à la pause, mesdames et messieurs. On s'interroge aujourd'hui en 2006. Quid? Qu'est-ce qu'un bon père de famille? Ouais. Alors, c'est à se demander si vraiment le rôle de père est essentiel. Au cours des dernières semaines, je me souviens pas dans quel magazine ou dans quel média, on s'interrogeait là-dessus. Au fond, on pourrait se passer des pères. Les mères pourraient faire une bonne job. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis pas très d'accord. Je suis pas très d'accord avec ça. Non. Puis même, je trouve que ça soulève aussi la question de la procréation assistée aussi et tout ça, tu sais. Regarde les deux lesbiennes en Ontario, là, ils ont réussi à se faire inséminer, puis il n'y a pas eu de père là-dedans, père inconnu, puis là, tu as 2 mères sur le certificat de naissance. C'est assez spécial. Mais c'est pas des questions qu'on peut décider comme ça. Je pense que c'est une affaire de cas par cas. Si tu as 2 mères extrêmement aimantes, qui sont des mais le bons côté parents, masculin, le côté autorité, le côté macho, le côté testostérone. C'est très drôle. Tu dis le côté masculin, le côté autoritaire. Oui, souvent, dans les familles québécoises, les maris étaient mous comme des chiffres molles. C'est les bonnes femmes qui dirigeaient toutes comme des... En dernier recours, moi, je suis pas d'accord avec toi. À un moment donné, ça prend quelqu'un qui rétablit l'ordre. Je suis d'accord avec toi, mais tu remarqueras dans beaucoup de modèles de couples québécois, on l'appelle pas la germaine pour rien. Elle gère, puis elle amène, puis le petit mari suit. Puis c'était des hommes, il y avait beaucoup d'hommes mous qui prenaient pas de décision. Il y a ça aussi. Ça a changé. Une chance. Moi, je suis pas d'accord avec le modèle de la femme non plus qui est ronde, le pauvre voyable, là, mais... Écoute, c'était quand même un modèle très, très courant. Oui. Mais tu veux pas nous parler de ta relation de couple, là? Comment tu aménages ça, toi? Moi, j'ai pas d'enfant, alors je suis pas... Non, mais qui ronne, là? T'es une germaine? Pas du tout. Tu serais étonné. Toi, c'est genre Québec solidaire, une gestion, une cogestion participative. Dans le couple, c'est formidable, ça. Des affinités, beaucoup de douceur. Voilà. Allons?
Enfin, on ne passera pas de commentaires pour l'instant. Daniel de Vaudreuil, bonjour Daniel. Bonjour Daniel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, quelle sorte de père êtes-vous? Moi, je suis un papa à la maison parce que c'est un choix que j'ai fait il y a 12 ans. Mon plus vieux était au secondaire, mon plus jeune est en 4e année, et puis tant que mon deuxième ne sera pas au secondaire, je reste à la maison. Je pense que un papa ou une maman qui est à la maison, c'est toujours intéressant dans le sens où on est avec notre enfant, on partage des choses. Oui. C'est un sacrifice, c'est sûr qu'on n'a pas les sous que bien d'autres ont. Là, je vous entendais parler de surconsommation cette semaine. Oui, c'est un choix de vie. C'est sûr qu'on passe à côté de bien des affaires, mais on donne tellement autre chose à nos enfants. C'est vraiment quelque chose. J'ai vu les premiers pas de mes enfants, moi. C'est pas la gardienne qui l'a vu. Est-ce que vous êtes senti dévalorisé dans votre milieu? Ah, mon Dieu, si vous saviez les commentaires ou les regards. Moi, j'étais un homme qui se faisait vivre par sa femme. Oui. Oui, puis j'étais un fainéant, puis etc. Mais ça, c'était au début. Après ça, j'ai dû, moi, en tant qu'individu, l'assumer puis faire comme je m'en fous. Puis après ça, faire un peu de sensibilisation. Puis il y a des gens qui ont vu que c'était pas si nono que ça, puis c'était pas si pire que ça. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, par exemple, qu'est-ce qu'un bon papa? Je pense qu'un bon papa, c'est pas un chum pour un enfant. Non, surtout un papa, c'est une figure paternelle qui apporte des valeurs. Puis moi, ce que j'ai essayé de faire avec mes enfants, sans prétention, c'est aussi de faire comprendre à mes enfants, que ce soit de façon généalogique ou sociale, d'où il vient, pour savoir où il peut s'en aller. Les racines. Et apporter des valeurs sûres, apporter une vision. Je pense que chaque papa devrait apporter une vision. C'est des valeurs, en fait. Oui, des valeurs. À un moment donné, petite anecdote rapide, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus jeune avec mes enfants, il est arrivé des petits accros, comme dans toute famille, puis on regardait Le Roi Lion. Je sais pas si ceux qui se rappellent, à un moment donné, Le Roi Lion, il y a une trace de pas du papa dans la boue. Le petit enfant, il met sa main, le petit lion. J'ai dit à mon enfant, viens ici, mon grand. De toute beauté. Là, j'ai pris sa main, je l'ai mis sur ma main. J'ai dit, tu vois, quand ta main sera grande comme la mienne, tu vas être un grand, puis on va pouvoir se parler, puis tu vas pouvoir faire plein de choses. Tu sais, en tout cas, je pense que c'est ça une figure paternelle. C'est quelqu'un qui rassure. Un guide. Qui rassure, j'aime beaucoup ce mot-là. Mais cette passe-là dans Le Roi Lion, vous avez raison, hein, ça vient nous chercher. Hein, oui, il y a quelque chose définitivement. En tant que papa, là, ça, c'est venu me chercher. Merci, Daniel, du beau témoignage. Mais c'est ce que je remarque de l'appel de Daniel, qui pour moi me semble primordial, important, formidable. C'est l'aspect très sensible, très affectif que les hommes se permettent de vivre, qui ne se permettaient pas de vivre avant non plus. Et tu n'es jamais un chum avec tes enfants. Ça c'est vrai. Et ça, j'ai appris ça à quelque part dans ma vie, là, quand j'ai commencé à avoir des enfants. Tu sais, ceux qui disent... salut Stéphane, c'est papa mon nom, puis ça s'arrête là, puis tu gardes une distance. Mais quand t'es enfant, tu comprends pas ça, tu le comprends plus tard. Oui, monsieur. Oui, mon cher. Et moi, quand j'ai vu Stephen Harper serrer la main de ses enfants, là... Et où la caméra, là? Bon, elle est là. Serrer les enfants, là, la main de ses enfants à l'école, je trouve ça pas bête. Mais c'est très anglo-saxon, c'est très british, ça. Non, mais c'est charmant. Puis c'est aussi les enfants qui disent à leur père monsieur, là, comme les années 50. Non, je dis pas de vous voyer ses parents quand même. On n'est pas rendu à ce point-là. Donc, alors, Chantal de Montréal. Bonjour, Chantal. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle aujourd'hui pour rendre hommage à mon papa. Je suis un petit peu émue, là. Prenez votre temps. Les meilleurs papas, je pense, c'est les papas qui sont disponibles à leurs enfants. Mon père, c'est pas quelqu'un qui est allé à l'école longtemps, mais quand on était jeune, il était super disponible. Aujourd'hui, je pense qu'on voit plus ça. C'est les pères, la fin de semaine, qui vont jouer au golf. Les enfants sont à la maison avec maman. Mais mon père, c'est avec lui que j'ai fait le sous-marin dans la piscine, puis qui nous amenait patiner. Puis c'est avec lui l'automne que j'allais ramasser des feuilles dans le bois. Puis je prends cette minute-là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Oui. Parce que mon papa, il est atteint de cancer, puis ce soir, je m'en vais marcher 24 heures pour le cancer, puis je tenais à dire à tout le monde que les papas, c'est important. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que le père prend beaucoup de place dans nos vies. Quand tu veux l'apprendre, oui. C'est ça que je voulais dire, que la disponibilité des pères, c'est ça qui est le plus important. Puis même avant les années 80, parce que mon papa a 60 ans, c'était rare des pères qui allaient... faire des activités comme ça avec les enfants. De sa génération, là. Mon père, il allait ramasser toutes mes cousines pour... parce que leur père, il faisait rien avec eux autres, puis mon père, il a pris le temps de le faire. Il faisait peut-être pas d'autres choses dans la maison, là, mais il a pris soin de ses enfants, de ses 3 filles. Mais continuez à en parler au présent de votre père, c'est de voir cette belle proximité-là. C'est le temps, même si c'est pas des semaines de temps ou des heures de temps, c'est le temps qu'il a pris avec vous. Ça, c'est un bel héritage. Je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Oui.
Bien, félicitations, Chantal. Puis bon courage. Quand vous le verrez, votre père, ce soir, là, bon courage. Merci. Puis tu sais, ce qui est important en termes de psychologie, c'est quand les pères sont proches de leurs filles, les filles savent elles sont aimables et qu'elles pourront être aimées. Oui. Et donc, elles ne se donneront pas au premier niaiseux venu. Une espèce de confiance en soi. Parce qu'elles ont confiance qu'elles peuvent être aimées, qu'elles sont aimables. C'est super important, le lien père-fille. Oui, puis ça doit être assez privilégié. Moi, je vois ça un peu comme un rôle de protecteur aussi. Aussi. Tu sais, pour mes filles, là, c'est pas... L'approche que j'ai, moi, avec mon gars est pas la même qu'avec mes filles. Tu vois, ma plus vieille va avoir 15 ans, mais le rôle de protecteur est encore là. C'est important, ça. Alors maintenant, on s'adresse à Roy de Montréal. Bonjour, Roy. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, madame. Félicitations pour votre programme. Merci. M. Gendron, je dois d'abord vous féliciter pour votre cran que vous avez de répondre au gouvernement et à toute cette gang de... On ne dira pas qui, là. On les connaît, gang d'hypocrites. Bon. Au départ, moi, je dis, bon, ben, écoutez, moi, j'ai été marié pendant 7 ans et demi. Oui. J'ai quitté ma femme quelques années après. J'avais un garçon de 4 ans. Par contre, j'ai manqué un petit peu à ce niveau-là. Bon, écoutez, c'est normal, on a une deuxième vie, une vie amoureuse, ça va bien. J'ai eu 3 enfants par la suite avec mon autre femme. Oui. Alors, j'ai 4 garçons, de 21 à 33 ans. Okay. J'ai toujours été quand même assez présent pour mes enfants. Je leur faisais leur déjeuner, leur préparais leur petit linge pour l'école, leur donnais un petit mot d'amour à l'intérieur, avec leur nom sur leur sac. Ça, ils ont toujours aimé ça. C'est des petites attentions qui sont intéressantes. On garde ça. Moi, je garde ça, ces traces-là. C'est bon. C'est très important, je pense, de le faire, même comme père. Oui. Mais est-ce que vous nous dites que vous avez été un meilleur père la deuxième fois que la première? Je croirais que oui. Malheureusement pour mon grand garçon, mais par contre, on s'est entendu, on s'est parlé depuis longtemps, puis on se comprend bien, on est de grands amis. Comme M. Gendron disait tantôt, oui, on peut être un ami avec nos enfants, sauf qu'il faut toujours garder notre côté papa quand même, autoritaire un peu, mais on est de grands complices, on parle de tout et de rien, j'ai même 5 petits-enfants. Je ne les vois pas souvent, malheureusement. J'aimerais les voir plus souvent. Ça, c'est une autre affaire. Mais mes enfants sont, eux, très, très près de leurs enfants aussi. Ils sont des papas un petit peu gâteaux. Ils sont très bien éduqués, très bien élevés. Ils sont très intelligents. J'en suis très fier. Merci, monsieur. Merci, Roy. Je pense que l'important, c'est d'être, qu'on soit papa ou maman, qu'on soit près de nos enfants. Oui, c'est le même principe, au fond. Oui. Je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à tous les pères, puis à vous, M. Gendron, spécialement. Merci beaucoup. Et continuez votre bon travail. Merci. Bonne chance. Merci, c'est tout pour le moment. On s'en va à la pause et on s'interroge ce matin. Et les pères, c'est le temps de nous appeler. Qu'est-ce qu'un bon père? Les mères aussi, oui, si vous voulez nous critiquer, il n'y a pas de trouble. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'un bon père en 2006? Mais non, les mères peuvent rendre hommage au père. Oui, une critique constructive. Voilà. Alors, nous sommes de retour à l'avocat et le futur ex-avocat, pardon, et la diablesse. Oui, je pensais à ça hier. Je me disais, est-ce qu'ils vont changer le titre de ton émission? Probablement. Alors, 2 courriels ici. Alors, Steve Terrien de Terrebonne. Un bon père, c'est comme moi. J'ai pris ma vie en main lorsque j'ai eu mon premier enfant. J'ai arrêté de sortir et de voir des amis douteux. Bref, j'aime mes enfants et j'y consacre tout mon temps. C'est simple comme bonjour. Et c'est vrai que la paternité, ça met du plomb dans la tête. Martine Saunier, ici, qui veut rendre hommage à son conjoint. Un bon père, c'est simplement un homme présent et aimant. Rien de plus. Nos enfants ont besoin d'être aimés et amusés, du temps, de l'amour. Ça ne demande rien de plus. Je suis une de ces femmes qui a trouvé le jackpot en Jonathan. Bravo. C'est bien. C'est bien, hein? Écoute, moi, j'ai quelque chose de bien intéressant d'un homme de Bécomo, Robert, qui dit « Qui peut dire ce qu'est un bon père? » J'aime beaucoup l'attitude, l'humilité là-dedans. Moi, je ne le sais pas. Je fais mon possible avec ce que j'ai. Je tente de faire tout pour transmettre à mon fils ce qui me semble important et je l'aime de tout mon cœur. Dans le fond, le père, c'est celui qui aime l'enfant. Tu sais. Oui. J'en ai une autre d'une femme qui rend hommage à son conjoint. Elle dit que c'est le père idéal. Elle dit « Bonjour, le père idéal est mon mari. Il est tellement merveilleux pour nos 2 enfants. Il s'est levé toutes les nuits. Et c'est lui qui donnait le boire. Il a toujours été présent, pas juste de corps, mais il écoute et apprend et explique plein de choses à nos filles. Et en plus, il fait le souper, les déjeuners, les lunchs. Il est aussi le mari idéal. Et moi, je ne travaille pas. Il est d'accord avec ça. Il travaille que 35 heures. C'est la belle vie. Bravo à son conjoint. Conciliation, famille, travail, c'est bon. C'est plus que de la conciliation, cela. Oui, c'est de l'implication. Ben oui. Alors maintenant, on rouvre les lignes. Jean de Hull, la ville de Hull. Bonjour, Jean. Bonjour. Ça va bien? Bien, ça va bien, merci. Alors, êtes-vous un père comblé? Moi, je l'étais, un père comblé. En l'an 2000, il est arrivé un incident, donc ma petite, j'ai eu un enfant avec mon ex. Oui.
en 91, et puis elle l'a gardé 2 semaines à la maison à la naissance. Oui. Puis, à partir de là, c'est moi qui l'ai gardé à la maison, oui. Puis qui l'ai élevé. C'est moi qui m'ont fait petit pipi dans le pot. Puis, oui, jusqu'à l'an 2000, puis qu'est-ce qui est arrivé? Jusqu'à l'an 2000. Puis là, l'an 2000, ça allait plus. Madame elle commençait à être vraiment malade, puis elle s'est servie de la vieille méthode. Des accusations de menaces de mort, puis tout le kit. En tout cas, j'ai été trouvé non coupable de tous ces actes. Elle a levé la main à un moment donné. Non, c'est-à-dire que c'est monsieur qui a été accusé de menaces de mort, c'est ça? Oui, oui. Puis j'ai été acquitté, puis en plus de ça, toutes les fois, quand j'essayais d'aller voir ma fille, parce que le juge, Martin Bédard, m'avait donné le droit d'aller la voir. Les droits d'accès? Puis, madame, elle avait tout le temps des charges d'harcèlement. Alors là, j'avais plus le droit d'aller à la maison. Mais là, avez-vous accès à votre fille aujourd'hui? La voyez-vous de temps à autre? Mon cher monsieur, depuis l'an 2000, j'ai vu ma petite 10 minutes. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ça me brise le cœur. Surtout... Je peux pas croire que... Vous savez, quand les chansons disent quand est-ce que les hommes vont vivre d'amour, c'est peut-être quand les femmes vont arrêter... Ben, les femmes. Moi, je dirais des femmes. C'est pas même tout pas le monde, des femmes, certaines femmes. Merci, monsieur. Mais Jean, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci. Puis je voudrais dire bonjour à ma petite. Oui, profitez-en. Amélie. Amélie. Peut-être. Oui, le message est passé, Jean. Merci. Merci, bonne monsieur. chance. Tu sais, j'ai été confronté, moi, dans ma pratique juridique, à des cas de même où un cas que je ne nommerai pas, le gars a fini par mourir du cancer à 45 ans. Et sa femme avait levé le petit doigt, puis on l'a arrêté. Fausses accusations, menottes au poing au travail, supposément menace de mort. Puis finalement, il a été blanchi. Tu sais pourquoi? Non. La femme n'a jamais eu le courage de venir témoigner devant le juge en cour criminelle. Mais disons que c'est des manières... Mais c'est des cas. C'est des manières horribles, du cas par cas, utilisées par certaines femmes. On peut pas légitimer ça. Tu sais que la fête des pères est très difficile pour ce monde-là. Oui, mais j'ai de la misère. J'ai de la misère quand même. Je sais que c'est vrai. Je sais qu'il y a certaines femmes qui ont des comportements odieux. Oui, comme des hommes ont des comportements dégueulasses aussi. Mais il ne faut pas généraliser. Non, exactement. Bon. Alors, un dernier appel avant la pause. Diane de l'île Perrot. Bonjour, Diane. Oui, bonjour. Bonjour, Diane. Oui, moi, dans mon cas à moi, c'est pas que tous les pères, c'est des insensibles, parce qu'il y a quand même beaucoup de pères qui sont sensibles. Oui. Mais dans mon cas à moi, mon ex-conjoint, j'ai eu 2 enfants avec, une fille et un garçon. Il est parti, mon fils, il avait 6 mois. Depuis ce temps-là, s'il l'a pris 10 fois, c'est beau. Et puis là, mon fils est rendu à 17 ans, puis là, il m'emmène à la cour pour avoir la garde légale de mon fils, mais il marque bel et bien dessus qu'il ne veut pas le garder chez lui. Il s'occupe de personnes handicapées chez lui. Ah oui? Il consacre du temps à d'autres personnes, mais son fils, pas plus que ça. Exactement. Puis là, il va à la garde légale, mais pas la garder chez lui pour la donner à une autre personne. Ah, pour pas payer de pension alimentaire, probablement. Exactement. Puis il fait 160 000 par année. Ah oui, c'est Puis moi, je suis obligée présentement de donner de pension alimentaire, puis j'ai mes enfants. Comment ça? Je sais pas qu'est-ce qui fait que le gouvernement, je sais pas, je veux pas accuser le gouvernement. Ah, OK, c'est... Ouais. Parce que mon garçon, c'est ça, il est placé parce qu'il a un gros problème lourd, un cas lourd. Oui. Mais là, il dit, étant donné que c'est pas toi qui l'as à la maison, je vais le prendre, mais je vais le placer moi-même. Ah, il est placé par la DPJ, puis vous devez payer une facture, probablement? Non, la DPJ ont débarqué finalement parce que c'est vraiment un problème de santé. Ah oui? Mais là, ils m'ont obligé, j'ai passé la cause, j'ai été obligé de donner une pension alimentaire quand même. Et puis là, on repasse pour qu'il puisse prendre la garde légale pour donner à une étrangère. En tout cas, c'est un cas assez incroyable. Bonne chance, Diane. Incroyable, hein? Oui, bonne chance. Merci, madame. Merci. Merci. Alors, c'est le temps d'aller au duplex avec Dave Leclerc. Qu'est-ce qui se passe dans la capitale nationale ce matin? Dans la capitale, pas grand-chose. Dave, êtes-vous un bon père? Je n'ai pas d'enfant. Ah, OK. Toi, des questions indiscrètes que je voulais vérifier, c'est bon. Mais je suis un excellent père. Dave a quoi, 30 ans, là, vous avez? J'ai 34. 34, il y a un jeune étalon. Mais ma blonde est toute jeune aussi, fait que ça presse pas tellement. Vous la présenterez? Ah non? Non. 27 ans, est-ce que c'est jeune? Je pense que oui. Ça m'intéresse. On est jeunes jusqu'à 50 ans aujourd'hui, les femmes, vous savez ça? Ah oui. L'espérance de vie, c'est quoi? C'est 80 ans à peu près aujourd'hui au Canada? Oui, ça va être à 120 ans bientôt. Un sujet qui va certainement vous intéresser. Stéphane, aujourd'hui, on va parler des fous de la route. Oui.
Parce que le gouvernement Harper veut serrer la vis à ceux qui pratiquent les courses de rue. Excellent. On va être plus sévère. Mais jusqu'à présent, il ne faut pas non plus exagérer la chose parce qu'il n'y a pas eu nécessairement de mort au Québec répertoriée pour ce qui est de courses de rue. Mais qu'est-ce qu'une course de rue? C'est un à côté de l'autre et on fait une course. Mais nous, ce midi, on va parler des fous du volant. Ceux qui roulent peut-être en Honda Civic, la calotte vire à l'envers, puis on zigzague à travers les gens. Avec les moustiques, on va parler des fous, ceux qui font de la vitesse, et pas nécessairement uniquement les jeunes, mais les plus vieux. Alors, quelles sont vos solutions pour éliminer ces fous de la route? Est-ce que c'est des photoradars, augmenter les policiers? Vous savez que M. Gendron se promène en Mustang à 200 000 à l'heure. Je le sais, ben oui. C'est pour ça que je dis. Hier, là, il y avait une belle strip là, en arrière de Châteauguay. J'étais monté ça à 200 km/h. Hey, Seigneur, que c'était bon. À 5 heures le matin, il n'y a pas beaucoup de trafic. Une chance qu'il n'y avait pas un orignal sur ton chemin ou une... C'est des champs déboisés. Mais t'as pas peur? C'est dangereux pour ta vie aussi? Ça me procure une sensation indescriptible. Et évite de la lui faire décrire. Merci, Dave. OK, merci, Dave. Bye-bye. Alors, sur ces bonnes paroles, on va à la pause et on s'interroge toujours, qu'est-ce qu'un bon père de famille en 2006? Bienvenue, nous sommes de retour pour le dernier bloc. Alors, qu'est-ce qu'un bon père de famille en 2006? Geneviève? Écoute, on va parler à Marie-Hélène de Laval. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Avez-vous trouvé la perle rare? Oui, j'en ai trouvé. C'est bien, bravo. Puis moi, j'ai eu 2 pères dans ma vie. 2 pères pour mes enfants. Oui. Bon, j'ai eu un premier enfant avec un homme. Oui. Malheureusement, quand j'ai su que j'étais enceinte, il n'était plus avec moi. Il a disparu dans le bruit. Non. Il a toujours été très présent pour mon fils, toujours. Puis ça, c'est quelque chose de rare parce qu'il avait quand même 19 ans. Ah, malgré le fait que vous étiez ensemble, c'est que vous vous êtes quittés, mais il a quand même assumé son rôle de père. Oui, puis il avait 19 ans. Fait que ça, c'est très, très rare. C'est rare, certain, 19 ans. Oui. Il y avait une maturité, non? Oui, puis il y a mon autre conjoint maintenant que j'ai. Lui, il a toujours resté avec les enfants. Puis ce que je voulais parler, c'est la confiance que les pères apportent aux enfants. Oui. Qu'une mère ne peut pas apporter. Ah, il va l'apporter d'une certaine façon, mais un père va foncer, va montrer à foncer plus à un enfant. Nous autres, les femmes, on est plus délicates. On va faire plus attention. On va surprotéger des fois l'enfant que le père ne fait pas nécessairement. Le père va dire, vas-y, t'es capable. Que la mère va faire, t'es sûr. Fais attention, tu vas te blesser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fais attention, fais attention. L'autre, c'est vas-y. C'est ça. Fait que je trouve ça important que le père soit présent dans la vie d'un enfant. La confiance au niveau de la société aujourd'hui, il faut comme foncer, apprendre à notre enfant. Mais en psychologie, c'est le rôle du père. On dit que le père doit apprendre à l'enfant à se détacher de la mère et à aller dans le monde. Donc, au fond, là, et à affronter le monde. Êtes-vous en train de me dire que si la mère élève son enfant seul, on va avoir une société de feluettes? Pas nécessairement. Tout le monde s'adapte. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai été dans des... Moi, vu que j'ai déjà été mère monoparentale, j'étais dans une école de mère monoparentale. J'en ai entendu des dégueulasseries, ces hommes. Puis moi, j'étais la seule qui disait, ben non, les pères, c'est important. Ben, je pense que oui, c'est important. Oui, parce que moi, mon fils, c'est grâce à son père qu'il va trouver une certaine détermination de foncer puis de dire, OK, papa, il m'a montré ça il y a en fin de semaine. Mais si vous aviez eu des filles, est-ce que ça aurait été le même discours? Oui, parce que j'ai une fille. J'ai une fille de 2 ans. Okay. Puis je trouve ça important. Son père va y apporter une confiance. Puis comme Geneviève disait tantôt, l'amour, si ton père t'a aimé, tu vas avoir une plus facilité à aimer un autre homme et de pas non plus tomber en amour avec le premier venu. C'est vrai. Puis c'est ce qui est important. Moi, mon père a toujours été là pour moi. Complexe de Cendrillon. C'est ça. Parce que moi, mon père a travaillé énormément. Ma mère était à la maison. Mais mon père faisait nos lunchs, se levait la nuit pour nous, s'occupait de nous. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir pour mes enfants et c'est ce que j'ai trouvé. Ben, merci, Marie-Hélène. Merci, Marie-Hélène. En fait, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Le bon père est important. Le mauvais père est une nuisance et un handicap terrible, mais le bon père est important. Comme la bonne mère, c'est la même chose. C'est ça, il y a une différence entre la bonne mère et la bonne femme. Alors, bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, êtes-vous le père idéal? Oh, ça, j'en ai aucune idée. Ça, c'est mes enfants qui pourraient dire ça. J'ai pas je suis trop pour dire oui ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de gêne. Quand on est bon, il faut le dire. Ben, on essaie. C'est sûr qu'on travaille très fort. Oui. Ben, ma situation, moi, malheureusement, j'ai pas mes enfants avec moi. Ça a été par choix.
Non, pas le mien, mais c'est parce que bon, moi et la maman, bon, on s'est séparés il y a 2 ans. Oui. Moi, mon travail, j'ai pas de poste à temps plein comme tel, fait que donc mes horaires varient beaucoup. Oui. C'est certain que j'aurais pu avoir la garde partagée 1 semaine sur 2, sauf que si j'avais fait ça, ben je passerais mon temps à faire garder mes enfants. Fait que donc, j'ai choisi pour le bien-être de mes enfants, tant qu'elle les fait garder, j'ai mon ami qui soit avec eux-mêmes parce qu'elle est professeure, donc c'est plus facile pour... Très correct, oui. C'est ça. Je vais dire que c'est très difficile. Mais ça vous manque? Ça me manque énormément. Heureusement, j'ai une bonne relation avec la maman, de 1. Oui. De 2, avec les enfants aussi, parce que, bon, moi, j'ai une fin de semaine sur 2, je vais les chercher 1 fois ou 2 pour souper pendant la semaine. Mais le temps que vous prenez avec vos enfants, quand même, ça doit être assez intense, même si vous les voyez pas souvent. Là. Ah, ben oui, c'est sûr que j'essaie d'être le plus présent possible. Puis, comme quand que je les ai pas, on se téléphone encore tous les soirs. Ça fait 2 ans de ça, on se parle tous les soirs. C'est une belle habitude. Puis, s'il faut que je saute un soir, mettons, pour X raison, le lendemain, ça me démange. Puis, si ça arrive même des fois que des jeunes appellent, puis, ouais, papa, tu m'as pas appelé hier, puis ils me le mettent sur le nez, c'est pas trop long. Hein. Oui. Ben, écoutez, c'est tout le temps qu'on a, Sylvain, mais je vous souhaite une bonne fête des pères. Puis, bravo malgré tout pour votre implication. Et c'est très correct. C'est très correct de laisser la place quand on n'est pas capable d'assumer le rôle parfaitement. Écoute, certainement. Puis, c'est pas une guerre entre adultes, là, ça bénéficie jamais à l'enfant. Hey, bonne fête, Stéphane. Merci, merci. Bonne fête des pères et bonnes vacances. Et voilà. À lundi, peut-être. Bye, tout le monde. Oui, l'équité salariale. L'équité salariale. Fait que là, les gens vont se rappeler de ça, puis les autres affaires vont être laissées derrière. Dans le plan vert, il y a quelques bons points quand même. On instaure le principe de pollueur-payeur. Non, pollueur-payeur. Donc, le pollueur, c'est l'automobiliste parce que les pétrolières devront payer la redevance qu'ils nous refileront ensuite aux consommateurs. Donc, c'est le pollueur-refileur aux petits qui fasse payer les pétrolières. Il n'y aurait pas de pétrolière s'il n'y avait pas d'automobiliste. Mais tu parles d'un argument idiot, Stéphane. Mais non, mais qui pollue? Qui est riche là-dedans? Qui s'emplit les poches? Les pétrolières, pas le petit. Regarde à la pompe le fameux graphique qui nous dit que la marge de profit est très mince. Ben non, je le sais bien, mais c'est tellement absurde. C'est pas les pétrolières qui polluent. Carole Montreuil encore. Carole Montreuil, le Jérémie de l'industrie pétrolière. Carole Montreuil qui dit non, on va refiler ça. C'est sûr que les gens vont payer plus à la pompe. Mais c'est normal. Mais il n'y a personne qui les arrête, eux autres. Y a pas non, mais Geneviève, qui pollue? C'est pas les pétrolières qui polluent, c'est les automobilistes. Mais voyons, non, Stéphane, c'est quoi? C'est un raisonnement inversé qui n'a aucun bon sens. C'est les pétrolières qui polluent. Qui achètent les autos? Pourquoi on demande tout? Parce que les individus qui ont besoin de se déplacer... c'est les gouvernements qui ne veulent pas développer des technologies alternatives. Non. C'est les gouvernements qui ne veulent pas mettre les pétrolières au pas. Ah, ça... Ah, voilà. Mais pourquoi on n'arrive pas à mettre les pétrolières au pas? C'est là mon problème. Parce qu'on a un gouvernement sans culotte et je vais vous citer une des phrases de Jean Charest hier dans l'annonce du plan vert. J'écoute. Le premier dans l'essence autour de 5 ça peut être intéressant, mais il y aura des effets sur l'agriculture intensive du blé d'Inde au Québec. Que pensez-vous de l'utilisation des fertilisants chimiques qui vont contaminer peut-être la nappe phréatique? C'est écœurant que Steve Guilbeault de Greenpeace appuie ce plan. La déforestation du Québec, qu'en faites-vous, mesdames et messieurs, si on fait des champs de blé d'Inde à perte de vue? Tu mélanges tout. Sais-tu ce qu'on aurait dû mettre dans ce plan vert-là? L'inspection mécanique obligatoire des minounes. Mais en même temps, écoute, ça aurait été bon. Je vais te dire aux gens, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. Le petit va payer à la pompe, et là, le plus pauvre de la société, celui qui se promène le pauvre n'a même pas d'argent pour s'acheter un char. Excuse-moi. Ils se promènent tout en autobus. Les gens qui se promènent dans des minounes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent pour en acheter d'autres. On s'entend-tu? Ça va être encore eux autres qui vont être pénalisés. C'est ça qui m'écoeure. Il y a quelque chose qui m'écoeure fondamentalement. Le transport en commun. Le transport en commun. As-tu déjà pris, toi, le transport en commun? Au fond, on est en train de se demander si les autos ne seront pas pour les riches, puis le transport en commun pour les pauvres. Mais c'est donc bien intelligent. Envoie. C'est tellement effrayant ce que tu dis là. Je sais, ris. Passe au prochain sujet. Alors, sujet suivant, Oprah Winfrey. Qu'est-ce qu'on a à dire sur Oprah Winfrey? Un nouveau régime minceur. Est-ce qu'elle fait la proposition d'un nouveau régime? Que c'est terrible. Qu'elle a acheté un avion bombardier? Ben oui. La misère des riches, au fond. Ben voilà, mais voilà une femme riche qui donne... Qui est dans de multiples causes caritatives, son projet Angel Network, qui est allé aider à Katrina et tout ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est la Sûreté du Québec ou la gendarmerie? La Sûreté du Québec, avec les 10 personnes les plus recherchées, qui se sont aperçues, comme je te disais hier, qu'avec Oprah, ils avaient réussi à mettre la main sur un paquet de prédateurs sexuels. Oui. Grâce à ça, des appels publics de Oprah. Et Oprah payait elle-même les gens. Les SQ se sont dit, quelle bonne idée. Et aussi, ça peut marcher parmi les gens. Et en plus, faisons appel à des vedettes locales pour promouvoir le même genre de message. Et là, il y avait des noms qui sont sortis, entre autres Normand Brathwaite. Non, pas
Pas encore. Je me porterais volontaire, moi, pour faire arrêter quelqu'un, mais je vous dirai pas le nom. C'est tellement ton genre. C'est tellement ton genre. Il y a des pédophiles, des crapules politiques. Il y a des crapules politiques aussi qu'on peut faire arrêter. Mais en tout cas, les 10 personnes les plus recherchées, il n'y a pas de crapules politiques là-dedans. Non, pas encore. Pas encore. Donc, ils se sont dit à qui on peut demander ça. Donc, il y avait Normand Brathwaite, je ne sais pas à qui d'autre on a pensé. Ils ont parlé ça un peu à Marie-France. Guy Cloutier, as-tu été appelé? Arrête donc. Ils ont pensé à Marie-France Bazot, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Elle dit quelque chose que je te disais. Je l'aime, moi, Marie-France Bazot. Ben, moi aussi. Un peu similairement, elle disait, à ce que je disais hier, elle dit finalement, il y a un danger là-dedans. C'est toute l'idée de la délation. Il faut jouer sur une très fine ligne. Moi, j'ai du mal avec, comme je te disais hier, avec ces idées de délation et de toi, t'es contre les caméras de surveillance. C'est ton genre d'être contre ça. Aussi, je suis contre ça aussi. T'as-tu quoi à cacher? Non, pas du tout. Justement. Mais c'est parce que je trouve que la liberté des citoyens, quand on nous enlève des libertés, on ne les retrouve jamais. Les libertés qui nous sont enlevées, on les retrouve jamais, Stéphane. T'es en train de me faire croire, toi, que c'est à rue Saint-Denis, là, ta liberté est entravée parce qu'une caméra, c'est un poteau de téléphone. Qu'est-ce que la caméra va pogner, ce poteau? Le ministre a lancé un vibrant hommage aux entreprises pour qu'elles ne refilent pas la facture aux consommateurs. Un hommage. Un vibrant hommage. Un vibrant appel, pardon. Souvenez-vous du vibrant appel de Jean Charest auprès de la Société d'assurance automobile du Québec. « Non, c'est pas les tarifs! » Qu'est-ce que John Arbour a dit? Jean Charest va péter dans les fleurs. Alors, c'était vibrant, ça même. Ce que tu ne dirais pas à Ronan Ambrose. Ce qui me fait vibrer, c'est Ronan Ambrose, parce que nous réclamons 28 % du financement fédéral pour le plan vert de Claude Béchard. Et moi, je dis oui. Je suis prête à négocier avec Ronan Ambrose. Je suis prête à prouver que le fédéralisme flexible fonctionne avec Ronan Ambrose. Derrière les portes closes, je négocierai. Est-ce que ce sera notre seule intervention dans un sujet sexuel pour le moment? Non, c'est pas sexuel, c'est très émotif. J'aimerais dire que si je négociais avec Ronan Ambrose, je serais comme un glacier qui fond au soleil sous l'effet des gaz à effet de serre. Je vous le dis, madame, vous avez une aura particulière, n'est-ce pas? Ça t'allume pas, toi, t'es jalouse, au fond. As-tu des racines visigotes? Tu recommences? Il me semble que tu serais chez les Visigoths avec ta belle chevelure blanche sur un cheval, en train de conquérir la Gaule. La Gaule? Occupe-toi de la tienne, de Gaule. Ceci dit, passons à un sujet plus sérieux. J'avais-tu marqué autre chose sur Ronan Ambrose? Oui, alors non, ça va bien. Je pense que tu as assez fait de poésie pour ce matin. Mais un dernier point dans le plan vert de Claude Béchard, c'est l'introduction d'état. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 16 juin 2006, ce n'est pas un chiffre satanique aujourd'hui, c'est le 166. Alors, bienvenue, c'est vendredi. Enfin, moi, je quitte le plateau pour une semaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine. Enfin, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que je t'ai malmené? Non, ça veut dire que je suis dû pour des vacances, une semaine. Un peu de repos? Oui. Pour mesurer tes propos? Oui, mais ce matin, on a une nouvelle en première ligne ici, le plan vert du ministre Claude Béchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut croire à Claude Béchard après les études inexistantes quand on a annoncé le pont de la 25? On disait qu'il y avait une étude environnementale qui cautionnait le pont de la 25 alors que c'était faux. Ensuite, pour les gens de Québec, souvenez-vous, hier, on a parlé du projet Rabasca, le port méthanier de Lévis. On disait il y a des études. Et quand l'opposition les demande, il n'existe pas. Mais t'as pas compris, Stéphane, ce qui est arrivé, en fait? Ils sont très brillants, c'est tellement électoraliste. Mais dans la main avec son bon ami M. Charest, ils s'en vont dire aux gens, écoutez, on va redresser la situation. Mais pourquoi? Pour nous faire oublier Harford. Ben exactement, puis ça paraît super bien. Premier bon coup. Deuxième bon coup, ils se sont entendus avec les syndicats.